Grand 3, une première forme de mondialisation. La mondialisation, elle se traduit, comme on le voit sur le schéma à gauche, par le fait que le commerce ne se fait plus seulement à travers la Méditerranée en provenance d'Inde. Il y a des circuits plus variés qui se mettent en place entre l'Asie, l'Europe, mais maintenant l'Amérique et l'Afrique aussi. Les flottes marchandes se développent, en particulier les galions de la flotte marchande espagnole qui commerce avec les Indes de l'Ouest. Charles Quint dirige à partir de 1519 un immense empire constitué du royaume d'Espagne, de ses possessions en Amérique, des Pays-Bas, du royaume de Naples et du Saint-Empire, c'est-à-dire de l'Allemagne d'aujourd'hui. Les Portugais et surtout les Espagnols sont les grands bénéficiaires de cette première mondialisation. En Espagne, la ville qui est la plus grande bénéficiaire du commerce avec l'Amérique, c'est Séville, située à 89 km de la mer dans la région de Cadiz, mais le Guadalquivir est navigable par les navires de haute mer et le port fluvial présente l'avantage d'être à l'abri des tempêtes maritimes. Petit 2, les débuts de l'économie sucrière et de la traite atlantique. La mondialisation désigne donc l'essor des échanges commerciaux, financiers, d'informations au niveau mondial qui entraîne une interdépendance entre les pays. Une première forme de mondialisation a lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle à la suite des grandes découvertes qui permettent de relier l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique par la route atlantique. Une colonie, c'est un territoire occupé et exploité par une puissance en dehors de ses propres frontières. Un empire colonial, c'est l'ensemble des colonies administrées par cette puissance. La traite atlantique, c'est le commerce des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique. Au XVIe siècle, des marchands européens, essentiellement portugais, se rendent en Afrique où ils échangent diverses marchandises, armes, alcool, contre des esclaves qu'ils revendent ensuite en Amérique. Ces esclaves sont donc utilisés comme main-d'œuvre gratuite. On voit ici à droite la récolte de la canne par des esclaves. C'est une gravure du 19e siècle, mais qui évoque ces travaux qui existaient déjà au 16e siècle. La récolte de la canne nécessite une main-d'œuvre importante. Les Indiens, peu nombreux, éloignés du littoral, ont vite été remplacés par des esclaves venus d'Afrique. Commence donc ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire le commerce réalisé par les navires européens entre Europe, Afrique et Amérique du XVIe au XIXe siècle. Espagnols et Portugais exploitent les terres nouvelles sans se soucier de leur épuisement. C'est le cas des cultures de plantation, cultures souvent uniques d'un produit à très forte valeur économique, café, canne à sucre, tabac, destiné à la vente et non à la consommation locale, ce qui génère des différences fortes entre le revenu des propriétaires, espagnols et portugais, et le statut des travailleurs, indigènes ou esclaves. La balance commerciale est donc toujours en faveur de l'Europe. Les cultures de plantation sont destinées à être exportées vers le territoire européen où ces produits sont transformés et obtiennent une valeur ajoutée. En conclusion, on peut dire qu'il y a des motivations religieuses, des motivations commerciales, des progrès technologiques qui mènent à la découverte du nouveau monde. Et cela aboutit à la mise en place des premiers empires coloniaux et d'une première mondialisation qui entraîne des violences subies par les populations dominées avec la destruction des Amérindiens et les débuts de la traite atlantique ou commerce triangulaire.